Et pour cette édition, nous sommes avec Franck, Adèle Rosner, Maëlys Clausel et notre partenaire du jour, vous le savez, Régis Le Sommier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question assez simple. Régis, est-ce que vous pourriez nous raconter votre samedi soir? Écoutez, ça devait être un samedi soir que j'avais voulu tranquille, mais bon, j'étais quand même sur mes gardes parce que j'avais décidé d'aller dans un pub à côté des Champs-Élysées pour regarder le match. Voilà. Et je m'étais dit, c'est à l'intérieur, le pub est ouvert, j'ai un copain qui est client depuis longtemps. C'est un pub qui s'appelle The Bowler, qui est un pub british typique, qui est dans la rue d'Artois, donc pas très très loin des Champs, mais un petit peu à l'écart. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que déjà, pour y aller, j'ai pris le bus, la ligne 93, et le bus, au bout d'un moment, on a senti que le chauffeur a un peu paniqué. Il s'est dit, je n'irai pas au-delà du boulevard Haussmann. Il était 17h30, hein, donc Ouais. c'était 3h30 avant le début du match. Hein. Donc on a continué, on s'est dit tant pis, on va descendre, on a continué à marcher à pied. Ce qui était marrant, marrant à l'époque, c'est qu'on était vraiment Paris au mois d'août, quoi. Il y avait plus de voitures, il y avait des touristes, des gens avec les maillots comme nous, et puis il y avait une atmosphère un peu, comment on va dire, conviviale, sauf que tous les commerces avaient été déjà fermés, à part quelques petites épiceries à droite à gauche, et puis ce pub, justement, et au moment où on est arrivé, là, c'était l'ambiance habituelle, il y avait pas de supporters anglais évidemment, il y avait que des gens, comment on va dire, du Paris Saint-Germain qui étaient là, mais on sentait que voilà, il y avait une atmosphère plutôt festive. Et puis à ce moment-là, et ce qui est très intéressant par rapport à ce que je vais développer par la suite, c'est que on a commencé à avoir des petites bandes traînées. Alors moi je suis allé en parler avec certains et il y en avait qui avaient en fait volé des Vélib. Mm. Qui s'étaient débrouillés pour les débloquer et qui tournaient autour du pub avec les Vélib. Et ils m'ont dit, oui, nous, on soutient pas le Paris Saint-Germain, on soutient l'Inter de Milan parce qu'on est Marseillais. Bon, voilà, c'est toujours... donc, ils étaient venus, en fait, en repérage. Et puis, au fur et à mesure on approchait du coup de sifflet, il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Mais il y avait aussi des supporters, il y avait un mélange de tout. Et en fait, le pub dans lequel on était a décidé de mettre un écran vers l'extérieur pour que les gens qui étaient dehors puissent regarder le match. Et en fait, ça a créé une sorte de rassemblement. Et au bout d'un moment, il y avait 400-500 personnes dans la rue. Le premier but a été salué par tir de fumigène, puis immédiatement après, mortier d'artifice. Hein. Sur les balcons, des gens qui étaient en face, qui ont commencé évidemment à se plaindre. Il y a eu des échanges houleux. Le deuxième but, rebelote, des types blessés avec les tirs de mortier. Il y en avait un qui avait la main brûlée, mais je pense que c'est peut-être lui qui a déclenché le mortier d'artifice. Donc si vous voulez, tout à coup, la tension est montée. L'estrade, et ça c'est intéressant parce qu'ils en ont profité dans d'autres rues à côté, comme les restaurateurs ont l'autorisation de monter des terrasses en bois. En fait, donc ils détruisent la terrasse en bois et ensuite après ils l'utilisent évidemment pour combustible. Et ça c'est venu très vite. Et nous en fait là où ça c'est un peu, je dirais qu'on a été obligé de partir parce que les policiers sont venus et ont dit au pub vous fermez à la mi-temps. Donc tout le monde s'est retrouvé dans la rue et évidemment la petite bande de 400 on va dire qui s'était agrégée immédiatement est partie vers les Champs-Élysées. Et là le rituel était intéressant parce que ça a commencé, c'était vraiment intéressant de voir ça de l'intérieur parce que il y a les motos qui ont commencé à arriver. Alors, principe, un type à l'arrière, parfois avec une banderole du PSG. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant de disséquer, c'est que ils ont des maillots. Parfois, ils viennent avec... il y en a qui n'ont pas de maillot, mais il y en a qui ont des maillots. Il y en a parfois qui ont un drapeau, parfois qui jouent le supporter. Et le balai des motos était vraiment, mais comme rodé. C'est-à-dire, ils commençaient à faire des roues arrière, parfois à frôler les passants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu
eu un mort, enfin je crois qu'il y a une dame qui a été tuée à cause d'une voiture. Ouais. Et puis progressivement, tout ça s'est transformé en chaos. Et ce qui était incroyable, c'est que en même temps, les gens venaient là pour se réjouir. Et au fur et à mesure que le Paris Saint-Germain marquait des buts, nous on a commencé à regarder en remontant, en essayant de partir, parce qu'on s'est dit on va pas rester dans cette ambiance. Mais on n'arrivait pas à partir en fait. On s'est retrouvé au milieu des gardes mobiles qui étaient à deux doigts de charger, les types en face, etc. Donc on a fui en gros par les petites rues. C'était une atmosphère en même temps de chaos et en même temps de réjouissance. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait de temps en temps devant un endroit où là il y avait une télé, on pouvait voir que ça continuait. On était à la fois ultra heureux pour Paris, et puis on voyait les gens dans la rue qui arrêtaient pas de se... Il y avait des gens qui s'embrassaient, etc. Et en même temps, l'émeute. Donc ce qui est vraiment troublant dans cette séquence, c'est que en fait vous avez ces gens qui ont l'habitude en fait de saccager, qui savent pertinemment comment il faut faire, comment il faut utiliser le mobilier urbain, comment il faut utiliser finalement les rassemblements, les petites rues pour s'échapper. Dès qu'il y a une charge, hop, tout le monde file d'un côté. Et en fait, vous les reconnaissez pas. Vous pouvez pas dire comme ça, c'est un émeutier, c'est un supporter. Et vraiment, je pense que pour les policiers, c'était incroyable. Et à un moment, c'est de voir l'Arc de Triomphe complètement bouché avec des grands véhicules de police autour. On a essayé de passer à côté. Les policiers nous ont dit non, dégagez, dégagez. En fait, donc on pouvait pas. L'Arc de Triomphe, c'était vraiment une citadelle assiégée. Toutes les rues étaient bloquées autour. Et donc, en fait, on a été refoulé avec les supporters et enfin un peu tout. Et on a pu finalement réussir à contourner l'Arc de Triomphe, à retrouver l'avenue de la Grande Armée pour ensuite déboucher vers la Défense et revenir en banlieue. Mais on est revenu à 2h du matin quand même. En fait, ce qui était incroyable, c'était cette espèce de mélange. Moi, c'est vraiment la chose caractéristique que je garde, et de voir le périph' en le franchissant avec les types qui couraient partout. Enfin, c'était dément. C'était dément, mais il y avait cette liesse, c'est-à-dire en fait de profiter de la liesse de cette finale magnifique qui remplit de joie les gens. Et par moments, quand on regarde les buts, ça y est, le foot reprend le dessus, et immédiatement après, on entend des motos, immédiatement ils faisaient des burns, vous savez, où ils font rouler les roues, et puis ça fait de la fumée, etc. Et puis les mortiers, ça c'est dingue, d'avoir dévoyé autant un instrument qui était lié au feu d'artifice et à la fête. Et là, vous êtes là, vous vous dites, putain, ça va me tomber dessus, c'est presque, effrayant. C'est vraiment... et puis parfois ça passe vraiment tout près. Donc voilà, c'est un peu ça mon samedi. Je cite vos mots, Régis Le Sommier: des terrasses qui sont transformées en combustible, des mains brûlées, des blessés, des tirs de mortier, de l'utilisation du mobilier urbain, des charges, donc des émeutiers qui s'enfuient par des rues dérobées, une citadelle assiégée. Vous êtes reporter de guerre, Régis Le Sommier, on n'en est pas loin en fait. Oui, alors j'ai quand même modéré, Paris n'était pas Bagdad, et on a souvent la plume facile quand on est journaliste ou quand on est politique de dire c'était une zone de guerre. Non, c'était pas une zone de guerre. Les mortiers d'artifice, c'est pas des vrais mortiers, heureusement. Non, mais c'est effrayant quand même. Mais ça crée un climat de tension. Il y a des intentions derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stratégie de la part des émeutiers. Ils font pas ça n'importe comment. D'abord, ils n'ont pas tous les mêmes buts. Il y en a qui viennent principalement pour saccager parce que ça correspond à la France, ça correspond il faut tout détruire, il faut détruire des abris de bus, etc. Puis il y en a des petits malins bien intentionnés qui, eux, c'est le magasin Foot Locker sur les Champs-Élysées, c'est tel endroit, avec une intention bien précise, et l'utilisation, je vous dis, de ces vélib extrêmement utiles pour eux, parce que ils peuvent les jeter comme ça, partir, ou les récupérer, s'enfuir plus loin, et là, un policier, même avec sa matraque, il peut pas les rattraper. Donc c'est aussi ça. Moi aussi, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est que j'avais vécu en 98 la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, et je me souviens, à l'époque j'étais dans une ville de province, mais je me souviens des gens dans la rue, d'avoir vu les images à Paris, il y avait rien de tout ça, il y avait pas de tir, il y avait pas de vol, il y avait rien du tout.
là, c'est quand même incroyable. Et puis, cette espèce d'inconscience, de folie généralisée avec les mecs qui frôlent les gens en moto, les types qui sortent des voitures, qui sont parfois à 10 au-dessus d'une voiture. Enfin, c'est complètement dingue. Et puis, le type au volant qui décide tout à coup d'accélérer alors qu'il y a des gens sur la rue. Enfin, il n'y a plus aucun respect de l'individu. C'est chacun se débrouille pour survivre, en fait. C'est une meute, c'est un peu informe. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a sans doute peut-être des leaders, des gens qui... Mais je vous dis, c'est plutôt de l'opportunisme, c'est plutôt de dire, voilà, on va tout saccager, en fait. Voilà. On se croirait dans un film. Enfin, quand vous décriviez tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un raconter le scénario d'un film un peu catastrophe. Qui dégénère. C'est un peu ça, sauf que là, on était quand même avec nos enfants, donc on s'est dit, on s'est mis vraiment dans l'idée de partir, quoi. On s'est dit, voilà, on va retrouver des zones plus. Il y avait des zones quand on s'est retrouvé porte-maillot. Alors il y avait beaucoup de pétards, beaucoup de mortiers porte-maillot, beaucoup de mecs, mais c'était plus calme là. Donc tout à coup, on retrouvait, à part, je vous dis, le périph', on retrouvait un semblant de normalité. Et tout de suite, dès qu'il y avait dès que c'était un peu plus calme, ça y est, ça revenait. Les gens se réjouissaient, les gens chantaient, les gens hurlaient au diapason de l'événement, quoi. Parce que si en plus ça avait été, moi je dis, si ça avait été une finale perdue. On peut penser que la rage de... Mais non, là, on gagne 5-0 et on casse tout. Ça défie l'entendement. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment, j'ai vraiment vu le mouvement arriver. J'ai vu comment il se développait. J'ai pas vu voilà, beaucoup de voitures brûlées, tout ça, il y en a eu, mais c'était plutôt la création du chaos. Et comment ça se fait, comment ça peut partir très très vite dans des zones évidemment qui sont plutôt calmes d'habitude, quoi. Régis Le Sommier, on a un auditeur en direct, Serge, qui nous dit « Selon vous, Régis Le Sommier, vous voyez une différence entre les racailles qui ont tout saccagé et les supporters, pas moi ?» Et ensuite, bon voilà, je peux pas vraiment lire là-dessus parce qu'il y a des insultes, mais sauf qu'il faut peut-être rappeler que le football, ça existe depuis très longtemps, que des supporters sportifs, ça existe donc je sais pas comment on traduit, enfin, si, des supporters sportifs, ça existe depuis très longtemps. Là, il faut quand même poser des mots sur le profil de ces gens, en fait, qui créent l'émeute et qui créent le chaos. Mais si vous voulez, il y a toujours eu un rapport entre le foot et la violence. Je veux dire, le mouvement skinhead en Angleterre, par exemple, dans les années 80, 70, 80, en fait, les gens se rasaient la tête pour pas être attrapés par la police à la sortie du stade, qui était à cheval à l'époque. Donc c'est une des raisons pour laquelle ils ont commencé à se raser la tête. Mais donc il y a toujours eu des gens... Mais c'était entre supporters. Ça se déversait pas comme ça dans la ville. Oui, là, j'ai pas vu un seul mec de l'Inter. Il y a pas eu, à part. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'était quand même très parisien. C'est vrai que les slogans, c'est les slogans classiques du parc, et tout de suite des insultes contre les Marseillais juste après, quoi. Voilà. Mais il n'y avait pas vraiment de haine contre les gens de l'Inter, qui évidemment ne sont pas venus ou ont rasé les murs. Mais en fait, c'était pas cristallisé. On peut faire peut-être une différence entre les vrais supporters qui, eux, chantaient les slogans du PSG, et les autres qui chantaient pas du tout de slogans, en fait, qui venaient là qui étaient sur leur Vélib et qui cassaient des vitrines. Mais pour répondre à l'auditeur, il est extrêmement difficile pour un policier de distinguer un supporter d'un émeutier. C'est le même, il s'habille en Nike avec des trucs de marque, avec des casquettes. Le mec du Paris, du PSG, il va avoir le maillot, mais même il y avait des mecs qui avaient le maillot, donc ils essayent de jouer là-dessus à fond, et ils essayent en fait, parfois, il y a des supporters qui sont des émeutiers et des émeutiers qui sont des supporters, en fait. Si vous voulez, ça fait partie de du même environnement. Et aussi, on peut pas dire que la tribune Auteuil, comme on va dire, sponsorisée par le Qatar depuis qu'elle existe, c'est plutôt à fond sur les banlieues et donc à fond sur la sociologie des gens qui cassent. Donc je dis pas que les gens de la tribune Auteuil respectent pas, mais en fait, c'est quand même très très proche. Voilà. Alors,
Oui, Franck, pardon. allez-y. Je voudrais quand même dire, parce que bon, vous savez que Radio Courtoisie est tout près du Parc des Princes, donc vu que ça fait très longtemps que je travaille ici, on est un peu au courant de ce qui se passe, mais à chaque fois qu'il y a des gros matchs au Parc des Princes, c'est vraiment une hécatombe dans le quartier. Et c'est pas récent, il y a déjà une trentaine d'années, c'était comme ça, sauf que maintenant il y a moins d'alcool. Mais avant, on avait par exemple de la porte de Saint-Cloud à la porte d'Auteuil, c'était rempli de gobelets de verre, de bière, de déchets, de ce genre de choses, c'est terrible. Et il faut quand même remarquer que chaque fois qu'il y a des rencontres très importantes, par exemple Paris, Marseille, alors là c'est la fin du monde, il y a déjà une vingtaine, 25 ans, on brûlait des bus, on écrabouillait des voitures, on détériorait tout le mobilier urbain. Est-ce que ça se passe aussi comme ça près du Stade de France ? C'est une question de Candide, parce que j'y connais rien. Près du Stade de France, il y avait eu cette fameuse, vous savez, les supporters britanniques de Gérald Darmanin qui étaient venus attaquer, on va dire des gens qui tentaient d'accéder au Stade de France. Donc oui, ça peut arriver, mais le problème du Parc des Princes a toujours été cette espèce de situation géographique un peu particulière. Le stade n'est pas au milieu de la ville, il est à moitié sur le périph', entre Boulogne et Paris. Quand on sort du stade, on ne sait pas très bien où aller. Donc il y a une forme d'errance qui se fait dans les rues. Oui, mais c'est valable pour Roland Garros aussi, qui est juste à côté, ou Jean-Bouin, qui ne déclenche pas des émeutes. Non, mais là, vous parlez du tennis et puis on parle du foot. Voilà. Moi je disais que ce que vous décriviez tout de suite, moi je l'ai vécu. J'étais au parc dans les années 90. J'ai vu des voitures renversées, des supporters se mettent en train de bloquer la rue pour empêcher les charges en renversant des voitures. Donc oui, ça existait depuis très très longtemps, mais là se greffe, je pense, une chose. Je pense pas que tous ces supporters, ces hooligans, avaient le foot comme passion et ils prenaient prétexte de la fête et ils prenaient exactement comme ceux qui viennent piller aujourd'hui. Mais là, il y a une dimension, il y a une sorte de déferlement. C'est comme si on installe un rituel, en fait. On installe l'idée que il est permis, ou en tout cas, on teste le dispositif, parce que le problème de la police aujourd'hui, c'est les consignes qui sont données en haut lieu, qui est de laisser la fête se dérouler, et en même temps de vouloir prévenir les émeutes. Il est très difficile de prévenir les émeutes tout en laissant la fête se dérouler. D'autant que je vous dis, la différence entre un supporter de Paris et un émeutier est extrêmement difficile à faire. Donc, et parfois, je vous dis, c'est les mêmes. Je ne dis pas le temps ancien était mieux. Le fait qu'en effet aujourd'hui des derbies Paris-Marseille soient très très violents et que la porte d'Auteuil soit à chaque fois l'objet de scènes avec des charges, etc. Ça existe toujours. Là, c'est la dimension Champs-Élysées aussi qui se rajoute, que je pense qui a été inaugurée par les Gilets jaunes. Et dans ce que j'ai vu, moi, de l'Arc de Triomphe assiégé comme une forteresse, ça m'a rappelé en fait que je me suis dit, oui, le pouvoir ne veut plus qu'on utilise l'Arc de Triomphe, l'image des Gilets jaunes, l'image du saccage de l'Arc de Triomphe. Je pense à marquer les esprits. Aujourd'hui, il y a sans doute des consignes pour que certains lieux comme ça soient ultra protégés. Mais en dehors de ça, la difficulté des policiers, on le voyait bien, c'est lancer une charge contre des gens, c'est risquer aussi de taper des vrais supporters. Il y avait, contrairement à ce qui était dit, des familles, il y avait des jeunes, il y avait des gens, on a dit oui, c'est majoritairement des émeutiers, la vingtaine qui viennent de banlieue. Non, il y avait des femmes aussi, il y avait tout. Alors je pense qu'il y a dû aussi avoir pas mal de vols et de choses comme ça. J'ai pas les détails, mais c'est assez frappant de voir Paris, alors que en général, quand ça se passe, effectivement, quand la violence a lieu autour du Parc des Princes, c'est sectorisé, on sait où c'est. En général, ça dure un peu. Mais la police, il y a une certaine habitude voilà. Là, c'est tout le centre-ville de Paris quelque part, puisqu'il y a eu aussi des émeutes à République, à Bastille, etc. Mais c'est vrai que pour le PSG, c'est devenu récurrent. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, le quartier est complètement vidé avant chaque match, chaque rencontre. On enlève toutes les voitures, on met des blocs pour éviter justement les voitures béliers, pour une simple rencontre, rien que pour ça. C'est quand même fou.
Bah oui, c'est fou de voir que voilà le foot est devenu prétexte. Mais bon, le foot et puis n'importe quel événement en fait, on se rend compte que voilà, dès qu'il y a un événement qui rassemble, il y a et puis maintenant il y a ce réflexe aussi de allez, on va tous sur les champs et on casse tout. Ce qui est assez terrible dans l'impact, notamment vis-à-vis de l'étranger. Je crois qu'on ne mesure pas que ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde est en fait un théâtre dans lequel se joue une pièce habituelle dans laquelle voilà tout est détruit, tout est cassé, on pille les magasins. Enfin voilà, que c'est devenu une habitude et je trouve ça incroyable. Alors je peux pas jeter la pierre aux autorités pour ne pas avoir pu endiguer cette violence, mais il y a sans doute quelque chose à faire au niveau des émeutiers, au niveau du repérage de ces gens-là et puis surtout au niveau de la sanction, parce que je pense qu'en gros ceux qui se font arrêter, bon oui, ils prennent, mais ça suffit pas à les dissuader. C'est ça le problème. Maëlys Clausel. Alors, il y a également, on parlait de Roland-Garros tout à l'heure, mais on peut parler également de d'autres sports qui sont encore dits préservés. Donc, moi, je vais parler du rugby déjà parce que j'aime ça et parce que je pense que c'est un bon exemple. C'est un sport quand même qui prend de plus en plus d'ampleur en France, mais très étonnamment, on ne voit pas la même violence dans le rugby. Alors certes, ça rassemble moins de monde, sauf que est-ce que vous pensez qu'un jour, le rugby, ça sera un sport qui sera lui aussi finalement un peu envahi, si je puis dire, par notamment cette influence de la banlieue, puisque beaucoup se réjouissent en disant que oui, Paris est influencé par la banlieue et Paris influence le monde. Sauf que là, quand on voit l'influence de la banlieue, finalement, c'est quand même assez regrettable. Donc, est-ce que vous pensez, avec évidemment toutes les questions démographiques, notamment l'enjeu démographique, est-ce que vous pensez que le rugby va échapper belle ou plutôt va être lui aussi, va suivre le cours va suivre la trajectoire du football? Écoutez, moi je parle de choses qui me touchent et j'ai un fils qui est dans le rugby, qui a 13 ans et qui a fait du foot avant. Et j'ai très très bien senti dans les clubs comme ça, dans les jeunes clubs, enfin quand les enfants en font tôt, la différence entre le foot et le rugby. Je me souviens d'accompagner mon fils au début dans au rugby avec des pères ultra agressifs autour du terrain, pensant que leur enfant était le nouveau Neymar ou le nouveau Mbappé. Au foot, je parle du foot. Et puis des coachs assez prétentieux qui disant à peine bonjour, etc. Et dans le rugby, c'est complètement différent. C'est une vraie famille. Il y a des rassemblements, tout le monde vient, on fait des barbecues, des choses comme ça. Et puis surtout au niveau de la personnalité des jeunes des jeunes adolescents, le rugby c'est très efficace pour casser l'arrogance, pour casser les velléités d'être meilleur que l'autre. Un jour, j'ai demandé à mon fils, qui est pas un saint, mais je lui ai demandé qui est le meilleur dans l'équipe. Elle me dit, papa, non, il n'y a pas de meilleur. Enfin, chacun est à son... Voilà, et vous entendez pas ça dans le foot, en fait. Et donc, peut-être que cet esprit, si le rugby continue à gagner en popularité, puisque c'est le cas, et il y a aussi pas mal de gens de banlieue qui font du rugby. Puis il y a Stanislas Rigaud qu'on reçoit aussi régulièrement. Qui fait du rugby. Ouais, donc je pense que cette école de l'humilité, de chacun à sa place dans l'équipe, et puis chacun respecte aussi surtout la décision de l'arbitre. Regardez, moi je suis toujours épaté de voir des arbitres qui font la moitié de la taille de certains joueurs, les engueuler, et le joueur qui est grand balèze comme ça, repartir penaud, ne contestant absolument pas la décision c'est ça le rugby. Le foot, les Italiens par exemple ont fait de la dissimulation un art, de la fausse blessure, et voilà. Et je sais plus qui, il y avait l'autre jour une photo où on voyait un type avec du sang sur le visage, un rugbyman, et il y avait marqué 80 minutes à cacher sa souffrance, et vous aviez un supporter, un footballeur italien en train de hurler parce qu'on lui avait touché le doigt de pied. Il disait que 90 minutes à la montrer, quoi. Voilà. Je pense que c'est vraiment la différence, et peut-être que ça pourra peut-être, on va dire, endiguer, calmer les ardeurs, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi je me souviens de matchs de rugby au Stade de France justement, où des France-Irlande, à l'époque il y avait le droit d'avoir de l'alcool dans les tribunes, et je me souviens d'Irlandais ayant amené des packs de bière, distribuant des bières aux
supporters français. Ça, c'est inconcevable en foot. Le Parc des Princes, moi-même, à l'époque où j'y allais, vous aviez des tifosi. Je me souviens d'un match Milan-Paris. Les tifosi étaient dans une tribune en face. La tribune à côté, à droite, il y avait personne. Et la tribune à gauche, il y avait personne. Pour éviter... et les quarts des supporters avaient été détruits à la fin du match. Donc, voilà. Sur le traitement médiatique de cette soirée de samedi, Régis Le Sommier, est-ce que vous considérez que les informations ont été rapportées justement, ou est-ce qu'une fois de plus, il y a la volonté quand même d'essayer de rendre rose une réalité qui n'est pas tellement? Non, totalement. C'est un phénomène d'abord de récupération d'une liesse. Moi, je trouve que c'est assez... je vois pas pourquoi Emmanuel Macron, déjà hier, a comment éprouvé le besoin dans ce cas-là, il avait qu'à faire la démarche et aller voir au moins la finale à Munich, ce que n'a pas été voir d'ailleurs Anne Hidalgo non plus, ce qui est quand même assez étonnant. Que, voilà. Là, maintenant, il gagne 5-0. Alors ça, c'est bien de les recevoir à l'Élysée, super. C'est une nouvelle victoire après Notre-Dame, les Jeux Olympiques. Et puis la victoire du Paris Saint-Germain. C'était mon petit coup j'ai ma petite protestation, donc je l'ai faite. Maintenant, sur la question du traitement de certains confrères des événements, oui, on est étonné de se rendre compte. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que vous avez quand même les réseaux sociaux. Les gens arrivent à distinguer quelles sont les vidéos, les bonnes vidéos, les vraies. Et bon, là, il n'y avait pas photo et tout le monde a bien compris ce qui se passait comme ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux viennent faire le travail que les journalistes ne font plus, ou en tout cas refusent de faire. Voilà. Et il y a une distinction qui se fait de plus en plus entre les médias dits mainstream et les autres qui essaient de se rapprocher et de relater la vérité sans forcément la déformer, parce que cette finale a été magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été heureux par ce qui s'est passé, mais il y a aussi des gens qui sont très malheureux aujourd'hui. Bah oui, et qui ont perdu des proches littéralement. Peut-être un mot sur le Qatar, parce qu'on parle d'Emmanuel Macron qui se réjouit et qui, une fois de plus, essaie de s'approprier le peu de choses qui se passent de bien en France. Donc là, je parle vraiment juste de la victoire en elle-même et pas de toutes les émeutes qui ont eu lieu autour. Mais s'il supporte tellement le Paris Saint-Germain et s'il est tellement fier de cette victoire française, il serait peut-être temps du coup de discuter avec le Qatar et de voir la façon dont on peut se réapproprier ce club. Oui, ce serait une idée, parce que moi j'ai toujours trouvé un peu... j'ai écrit dans mon papier, mon édito sur Omerta, que ce qui était l'élément fédérateur parmi les supporters ou ceux qui étaient dans les rues de Paris samedi soir, c'était le maillot, et on voyait les maillots à des différentes époques. Les maillots flambant neufs avec Qatar Foundation ou Qatar Airways, je ne sais plus lequel est le dernier, et puis il y avait certains avec des maillots Thompson à l'époque, où c'est presque... on se disait, oui, c'est vrai que le Parc des Princes, il y avait un côté bricolage. Moi, je me souviens de cette époque-là. C'était... c'était pas un petit club, hein, c'était déjà mais bon, c'était pas un club qui gagnait beaucoup, et c'est vrai que le Qatar a fini par lui faire gagner la coupe, on va dire la Champions League. Coupe aux grandes oreilles. Voilà, pourquoi exactement, mais c'est quand même intéressant parce que la démarche d'injecter de l'argent à outrance dans un club et d'essayer d'en faire un agent on va dire de diplomatie sportive, parce que c'est comme ça que le Qatar mène les choses, avec l'Arabie Saoudite qui est son grand concurrent aussi, qui essaie d'attirer des joueurs comme Ronaldo, comme Messi pour jouer en Arabie Saoudite. Donc il y a une véritable compétition au niveau du football international là-dessus, et donc le Qatar a injecté beaucoup d'argent en croyant qu'en additionnant les stars comme Mbappé, comme Neymar ou comme Messi, on allait gagner. En réalité, ils ont fini par comprendre, bien, on va dire bien leur en soit fait, qu'il fallait plutôt laisser un coach faire son équipe. Alors c'est des joueurs quand même bien payés, hein, les Désiré Doué et compagnie, mais ils sont moins... Moi je trouve que voilà, alors on est face à une équipe où aucun des joueurs ne fait parler de lui hors du terrain. Ils font parler de lui
sur le terrain. Et tant que ça reste comme ça, c'est bien. À partir du moment où on commence à parler à l'extérieur, etc., et à faire des choses, et à se distinguer en bien ou en mal à l'extérieur, à faire trop de pubs, etc., ça devient très mauvais. Donc le Qatar, oui, c'est un peu une aberration d'avoir le club de la capitale de la France qui est propriété d'un... Alors peut-être trouver d'autres formes de partenariat, mais oui, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait que le Paris Saint-Germain redevienne parisien vraiment. Oui, et puis en fait, c'est valable pour tous les clubs. Et moi, j'irais même au-delà. Ça serait bien d'avoir des joueurs qui se font pas échanger d'un pays à l'autre comme si la nationalité comptait plus. C'est bien aussi d'avoir une équipe nationale française. Il y en avait un au PSG, il s'appelait Adrien Rabiot, qui a fait toute la formation au PSG et il est parti à Marseille. Bon, on le salue. Voilà. Merci Régis d'être venu sur ces événements avec nous. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à cette édition. On vous retrouve lundi prochain. Merci beaucoup.